Le secteur immobilier ouest-africain connaît une croissance significative ces dernières années selon de nombreux indicateurs. Cette expansion est le fruit de divers facteurs, notamment économiques, démographiques et sociétaux. Le Mali n'échappe pas à cette réalité sous-régionale malgré les défis auxquels le secteur fait face. Quel état des lieux peut-on faire du secteur immobilier au Mali? Quels sont ses principaux atouts? Qu'en est-il des défis? Comment les relever et faire de ce secteur un véritable pilier de l'économie nationale? Immobilier, comment repenser le secteur? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Ce soir, le secteur immobilier et son lot d'atouts, d'opportunités et de défis est au menu de ce débat. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre le portrait de notre invité principal. Djibril Koulibaly est associé gérant de l'entreprise Atelier Fabrique de Béton. L'AFB SARL, qu'il a cofondé en 2020, est spécialisé dans l'immobilier et la fabrication de matériaux de construction. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur en gestion et comptabilité des sociétés commerciales, obtenu en 1985 au cours Pigier de Bamako, M. Koulibaly s'est forgé une solide expérience professionnelle au fil des années. Des rêves plein la tête, en 1987, à seulement 24 ans, le jeune Koulibaly rejoint l'une des principales sociétés de promotion immobilière du pays, l'Immobilière SA. En 10 ans, il gravit les échelons et devient incontournable sur les projets de conception et de réalisation de programmes immobiliers, la viabilisation du terrain, le conseil foncier et la commercialisation de biens. D'ailleurs, c'est au poste de directeur commercial qu'il quitte cette société italienne basée à Bamako. Il décide alors d'entreprendre dans le secteur immobilier afin de contribuer concrètement à l'amélioration de l'offre. En tant qu'acteur clé du secteur, en 2005, ce chef d'entreprise décide de s'investir dans le monde associatif. C'est ainsi qu'il devient membre actif de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali. Il occupe dans un premier temps la fonction de secrétaire chargé des relations avec les institutions et depuis 2010, celle de secrétaire au conflit et de la déontologie. Des fonctions qui lui ont permis de jouer un rôle capital dans la structuration et la régulation du secteur immobilier. À sa palette de compétences, ce céréal entrepreneur immobilier a ajouté l'entretien des cimetières. Expert technique au sens aigu, en gestion et programme sectoriel, Djibril Koulibaly, secrétaire au conflit et de la déontologie de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, est l'invité principal de Entreprendre. Le secrétaire au conflit et à la déontologie de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali est avec nous. Monsieur Djibril Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à M. Séné Amar et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, comme cela a été dit à l'instant dans votre portrait, vous êtes membre actif de l'APIM depuis une vingtaine d'années. Vous occupez actuellement un poste, j'allais dire, stratégique. Bon, dans toute association, ces postes doivent être stratégiques. Je m'occupe pratiquement par la confiance de mon président Sori Ibrahima Maïga, qui m'a renouvelé la confiance d'occuper toujours ce poste que j'occupe depuis plus de 10 ans et d'être le secrétaire au conflit et à la déontologie de l'Association des promoteurs immobiliers. Vous savez, dans toute activité,
il y a toujours des petits problèmes qui puissent arriver, mais qu'on a besoin souvent de la formation et de la sensibilisation de tout un chacun dans la profession. Donc la déontologie, il manque beaucoup. Nous, on s'est dit à l'APIM quand même qu'il n'y a pas de brebis galées. Mais la gale qu'il porte, le brebis peut porter, on peut le traiter. Donc c'est pour cela que nous avons maintenu ces postes-là, pour éviter ceux qui portent ou qui peuvent faire porter le mauvais constat ou le mauvais nom aux promoteurs immobiliers, d'effacer cela. Alors l'APIM regroupe quasiment tous les acteurs du secteur immobilier. Voilà. Au-delà de l'APIM, vous êtes également associé gérant de l'atelier de fabrique de béton AFB, une entreprise, j'ai cru comprendre, qui évolue déjà dans le secteur immobilier, bien entendu, mais également dans la fabrication des matériaux de construction, c'est bien cela? Parfait. Quand on regarde Bamako aujourd'hui qui s'agrandit et que la construction est partout, et des fois l'ouvrier fait défaut souvent même pour la fabrique des briques, alors certains matériaux comme les dalles et autres, le développement s'est fait vraiment de manière que il faut trouver une solution industrielle à ces problèmes auxquels je me suis lancé à aller dans ce sens, au-delà de la société de promotion immobilière que je faisais fonctionner, qui était l'ASIC, alors qui s'est transformé maintenant en atelier de fabrique de blocs en béton, qui comprend tout, les briques, les pavés, les poteaux, tout ce qui peut rentrer dans la construction de l'immobilier aujourd'hui, et se trouve dans ces infrastructures des fabriques. Vous aurez l'occasion de nous expliquer tout à l'heure si le fait d'avoir cet atelier et d'être en même temps promoteur immobilier, ça joue sur le coup. Mais avant, je vous invite à suivre ce grand angle qui nous amène à parler donc du secteur immobilier qui est confronté à de nombreux litiges dus notamment aux fonciers. Malgré les efforts, rien ne semble mettre fin aux spéculations diverses. Suivez ce grand reportage. À l'instar d'autres pays du continent, le Mali fait face à de nombreux litiges fonciers dus notamment à la multitude d'acteurs évoluant dans le secteur. Quand tu prends le foncier dans sa dimension globale, elle n'est pas du tout facile en fonction des acteurs qui interviennent. Mais ce qui est sûr, que ce soit au Mali ou dans un autre pays, les fonciers, c'est un volet sensible pour les gouvernants. Parce que je fais allusion aux litiges fonciers qui peuvent créer beaucoup d'ennuis à la population civile, compte tenu du fait qu'il y a certains intervenants qui ne sont pas de la profession. Selon les spécialistes, les spéculateurs sont à l'origine de nombreuses difficultés liées à la gestion du foncier au Mali. Ils sont aussi bien des agents immobiliers que des agents des services de l'État, des élus municipaux ou encore des autorités coutumières. À cela s'ajoutent d'autres difficultés. Il y a l'occupation anarchique, parfois du domaine public. Il y a la lenteur dans le traitement des dossiers. Et également, il y a la difficulté d'application de certaines décisions de justice. Quand je fais allusion à l'article 19 de la création de l'ordre des géomètres experts, qui dit en substance qu'aucun projet foncier ne doit être soumis dans le circuit d'approbation s'il n'est signé d'un géomètre, d'une société ou d'un groupe de géomètres experts. Donc la loi confère l'exclusivité de l'exercice de la profession aux géomètres experts. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'intervenants qui ne sont pas des professionnels. Et pourtant, le nouveau code domanial limite les intervenants dans le cadre de la délivrance des documents administratifs concernant la propriété foncière. Avant, il y avait les titres précaires, il y avait les décisions qui sortaient dans les permis d'occuper, les permis à usage. Donc il y avait beaucoup d'actes administratifs qui intervenaient dans le cadre de la propriété foncière. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi domaniale, seul le titre foncier est retenu comme document officiel pour les propriétés. Au regard des nombreuses difficultés qui entourent la gestion foncière en Afrique, plusieurs pays, dont le Royaume du Maroc, ont opté pour la digitalisation de l'ensemble du processus, ce qui leur a permis
d'assurer une meilleure gestion du secteur. Au Maroc, le système foncier, comme dans d'autres pays, est complexe, il est très diversifié. Mais au Maroc, l'immatriculation foncière est une procédure qui permet de sécuriser le foncier. Cette immatriculation foncière occupe à peu près 90% du territoire. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ce processus est devenu 100% digital. Et donc tout ce qui est digital permet d'avoir une vue globale, rapide et précise sur l'état des lieux. Ce processus de numérisation est en cours au Mali afin de mettre fin aux litiges fonciers et aux spéculations foncières. Pour y arriver, les autorités ont mis en place le LINACAD, numéro d'identification nationale unique cadastral. Il permet de savoir l'identité d'une parcelle, son numéro d'identification nationale, son propriétaire, ses documents et son référentiel. Pour la notaire Maître Madina Koulibaly, le LINACAD est un plus. Ce LINACAD, les Maliens gagneraient davantage à s'approprier du concept, à accompagner le mouvement, et l'État a vulgarisé davantage pour que tous les Maliens comprennent l'avantage, la chance que nous avons à identifier chaque parcelle à un seul et unique propriétaire. Donc ça éviterait pas mal de contentieux, pas mal de conflits et pas mal de déconvenus. Et du coup, les tribunaux sont désengorgés, les dossiers sont plus faciles à traiter. Les litiges du foncier n'épargnent aucune couche de la population malienne. Ils touchent aussi bien les riches que les pauvres. On ne peut pas parler du secteur immobilier sans évoquer bien sûr le foncier et son lot de difficultés. Mais avant d'en débattre, j'ai le plaisir de présenter nos deux autres invités. D'abord, Monsieur Abdoulaye Deyoko. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ex-directeur national adjoint de l'urbanisme et de la construction. Vous êtes spécialiste en urbanisme et en aménagement du territoire. Vous êtes le directeur de la société d'urbanisme Urbatec. Vous êtes surtout le promoteur de l'université d'architecture ESIO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi vous avez, après votre retraite, et bien avant même, vous avez décidé de lancer une université sur l'architecture? Merci d'abord de m'avoir donné la parole et de permettre aussi à éclairer un certain nombre de points en langage simple, parce qu'il ne faut pas qu'on rentre trop dans le technique, parce qu'il faut que les majorités comprennent un peu ce que c'est que l'immobilier. Alors, l'école, c'est en fin de parcours que je l'ai fait. C'est parce que très jeune, j'ai participé à beaucoup de programmes immobiliers au Mali. Le premier programme, c'était Mayambougou, en 1977. Ensuite, il y a eu le deuxième projet urbain, où on a essayé de parler un peu du centre-ville de Bamako, particulièrement vers la rive sud. Et ensuite, disons les capitales régionales, à l'époque il y en avait 8. Et en essayant surtout de mettre l'accent sur les équipements marchands, marchés et gares routières. Donc c'est la somme de votre expérience qui vous a poussé à mettre cette école en place, cette université en place, ce que vous voulez dire? Oui, si je m'exprime ainsi, c'est ainsi ça un peu. C'est pour essayer vraiment de former des jeunes, surtout dans le domaine de l'urbanisme, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce métier. Et quand on va en parler sur le problème de l'immobilier tout à l'heure, vous allez voir que l'une des réalisations des promoteurs immobiliers, ce sont les opérations d'urbanisme. On aura justement, voilà, vous aurez l'occasion de nous en parler en long et en large dans quelques instants. Mais avant, j'ai le plaisir de présenter notre troisième et dernier invité. Bonsoir, Madame Aïcha Sall. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice de l'agence immobilière Sall Immo. C'est une agence immobilière qui fait un peu de, voilà, un peu de tout ce qui se fait habituellement, vente de terrain, transformation des titres et bien plus encore. Le conseil.
Voilà. Et surtout, comment éviter des erreurs dans l'immobilier. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes très présente sur les réseaux, vous accompagnez la population à identifier justement les erreurs éventuelles dans l'achat des terrains et bien plus encore. Ma première question, vous est posée à tous les trois. Hein. C'est vraiment en tant qu'acteur de ce secteur, donc le secteur immobilier, quel état des lieux faites-vous? Je vais commencer par vous, M. Koulibaly. Mais vraiment brièvement, on aura l'occasion de revenir sur certains détails. Oui, je sais que le temps presse, mais quand on veut faire un état des lieux sur l'immobilier au Mali, c'est un peu complexe. Et donc, vous allez me permettre d'aller un peu devant, parce que le secteur immobilier au Mali est marqué par une dynamique constatée, influencée par la croissance démographique, l'urbanisation et le défi sectoriel. Voici en un état des lieux détaillé. Contexte économique et démographique. Ça, donc on aura l'occasion de revenir sur ces deux aspects. Voilà, l'offre immobilière, et les logements informels, les bureaux de commerce, les infrastructures influençant le marché, la tendance récente et en plus les défis majeurs de l'immobilier. Donc quand on rentre dans tout ça, alors l'état des lieux, il est à revoir, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont là, qu'il faut en parler et qu'il faut les comprendre dans ce sens. Monsieur Doyoko, pardon, mais pour nos téléspectateurs qui nous regardent, qui ne comprennent pas forcément tous les enjeux autour du secteur immobilier national, vous avez été directeur national, vous connaissez comment le secteur a évolué. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, ce que je dois dire d'abord, c'est que le secteur a évolué avec, comme l'a signalé tout à l'heure M. Koulibaly, l'évolution de la population. Parce qu'avant, Bamako n'était pas une ville attractive. Parce que moi, j'ai commencé à travailler en 1977. Il n'y avait pas l'afflux comme on connaît actuellement. Bon, on connaît les raisons de l'afflux, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc à l'époque, il n'y avait pas un grand problème d'acquisition de terrain. Je me rappelle quand on a fait le lotissement de l'ACI, la partie Lafiabougou, de l'ACI en face de la mairie. Quand on a fait le lotissement à l'époque, on n'avait pas trouvé de clients. Pourquoi? Parce que les gens n'en voulaient pas. Lafiabougou, c'était trop long. On disait que c'est Ilafiara. Bon, qu'est-ce que notre directeur a fait, M. Camara? Il a coupé 30 000 francs sur le salaire de tous les agents pour lui permettre d'avoir un peu d'argent et faire le bornage et le piquetage des parcelles en disant que de toute façon, la ville va s'étendre vers là. Donc voilà, si on compare ça maintenant... Il était visionnaire. Maintenant, ben, les urbanistes ont toujours été visionnaires, mais ils n'ont jamais été écoutés. Et c'est ça un peu le problème aussi. Alors, vous parlez d'écouter de visionnaires. Je vous invite à suivre, à regarder cette première infographie qui va nous permettre de mieux comprendre ce que vous venez de dire tout à l'heure sur la démographie, particulièrement à Bamako. Plus de 3,1 millions d'habitants à Bamako selon les données 2024. D'aucuns parlent même de 4 millions à Bamako, mais selon donc le rapport cadre de l'analyse de la gouvernance foncière, on parle de 3,1 millions d'habitants rien qu'à Bamako. La conséquence, messieurs, madame, c'est l'installation anarchique des populations, parfois sur des terres même agricoles. Monsieur Koulibaly, quelle est la conséquence de cette démographie galopante à Bamako? Eh bien, quand on parle de conséquences d'abord, c'est plutôt sanitaire d'abord. Sanitaire dans quel sens? Et sanitaire parce qu'un endroit mal loti engorge toutes sortes de dégâts sanitaires, la maladie, beaucoup d'autres choses. Parce que c'est le lotissement qui rend l'endroit viable. Ça veut dire en créant les VRD, les routes et autres, l'accès facile et l'aération de la zone, que M. Diego pourra mieux vous parler de cela. Sans cela, il n'y a pas d'habitat. Et je prends l'exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez le marché de Bamako, le grand marché de Bamako, c'est très simple. Hein?
Nous, quand on était jeunes garçons, on tournait comme on voudrait. Les voitures tournaient partout. Dans le marché, vous Dans voulez le dire? marché de Bamako. Aujourd'hui, avec la cupidité, non, ce n'est pas péjoratif, mais de certaines personnes, on a cassé partout, il n'y a pas de trou d'entrée ni de sortie. Même en cas d'incendie, les sapeurs-pompiers ne peuvent pas intervenir dedans. En tout cas, Et difficilement. c'est comme cela aujourd'hui, les lotissements arbitraires et anarchiques de Bamako. S'il y a une grande maladie aujourd'hui, il n'y a pas d'espace pour aller faire vacciner les gens. La population en elle-même, sur sa place, s'ils veulent faire une rencontre, ils n'ont pas d'espace. Tout est pris, même les places des cimetières sont prises. Vous voyez tous ces grands lotissements que vous voyez que les gens occupent aujourd'hui anarchiquement, il n'y a même pas de cimetière. Et c'est le délai de mer que nous finirons tous par là. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à cela? Donc, tout à l'heure, on va évoquer les pistes de solutions, mais on comprend à travers votre intervention, M. Koulibaly, que la démographie à laquelle Bamako Bamako, d'ailleurs, toutes les capitales du monde particulièrement africaines sont exposées aux mêmes réalités où on a l'afflux des ruraux vers les zones urbaines. Madame Sall, vous travaillez avec des personnes qui viennent régulièrement à la recherche de terrain, à la recherche de maisons. Comment faites-vous justement pour faire la bonne sélection, pour ne pas tomber dans cette difficulté? Bon, en général, les clients, ils demandent d'abord l'endroit, est-ce que l'endroit est habité, voilà. Bon, souvent, quand nous les montrons les terrains, donc ils nous disent, voilà, soit c'est loin ou bien l'endroit est, genre, je ne sais pas comment je vais expliquer, l'état des parcelles, voilà, c'est accidenté, voilà. Donc ils font attention à là où ils veulent habiter, mais ce n'est pas toujours le cas, monsieur Deoko. On voit des personnes qui arrivent à Bamako, qui ne connaissent personne et qui s'installent. Parfois, je parlais tout à l'heure des terres agricoles. On a plusieurs litiges dans ce sens. Tout le temps, les tribunaux sont remplis de dossiers pareils. Bon, ce que je dois dire, c'est que Bamako est victime de sa croissance. Parce que d'abord, le taux d'urbanisation est très élevé, autour de 5,6%. Ça veut dire que chaque 20 ans, il y a un doublement de la population. Actuellement, on est à, je crois, 5 millions. Dans 20 ans, on sera 10 millions. On va voir les statistiques tout à l'heure, effectivement. Et puis, les autorités sont surprises, en accueillant tout ce monde-là, sans prendre des précautions pour préparer le terrain. Je vous ai donné le cas de notre temps en 1977 où on préparait le terrain parce qu'il n'y avait pas un afflux. Maintenant, il y a un afflux. Les autorités municipales, les autorités nationales, les promoteurs immobiliers sont tous pris de coup parce qu'il y a vraiment un afflux de personnes qu'il faut satisfaire dans l'immédiat. À défaut, ils vont s'installer n'importe comment, le bord des marigots, dans les rues, etc. Si vous voulez, c'est un peu ça. C'est Bamako qui est victime de sa propre croissance pour des tas de raisons dont on peut en parler après. Et on va voir que les choses ne sont pas parties pour s'améliorer. Je vous invite à regarder cette projection qui nous amène à parler du développement urbain de Bamako d'ici à 2030 et d'ici à 2050. D'ici à 2030, on parle de 4 à 6 millions d'habitants à Bamako. Tout à l'heure, on a vu qu'en 2024, on était à 3,1. On est en 2025, donc dans 5 ans, on aura 4 à 6 millions d'habitants à Bamako. Mieux, en 2050, les projections montrent qu'on aura 9 à 13 millions d'habitants rien qu'à Bamako. Les problèmes ne sont pas partis pour finir, M. Koulibaly. Voilà, et M. Amar, ce que je vais vous dire. Je vais reposer ma question autrement, M. Koulibaly. Oui. Est-ce que c'est à vous, acteurs du secteur immobilier, voilà, qui se va profiter parce que les gens, la demande, j'imagine que la demande va augmenter? Vous savez, le profit des promoteurs immobiliers, c'est de voir la population bien logée. Et ce qui est très important que les gens oublient ici, généralement, chez nous, en particulier au Mali ici, dans chaque vie, il y a une fin. Quand un chef de famille termine sa vie, généralement, il y a une question qui est posée. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? S'il a laissé une concession, la famille est à l'aise, ses parents sont à l'aise. Donc, si on veut accéder
à ces biens nobles, il faudra que ce soit du bon bien, que ce soit bien fait, bien reçu et dans un cadre convivial. Ce qui fait que aujourd'hui au Mali, tout le monde veut avoir une maison. Mais combien de personnes veulent avoir une bonne maison? Un terrain loti régulièrement, un terrain accessible, un terrain viable et un terrain qui peut mettre la sécurité de ma famille à l'aise même après moi. Et tout le monde veut avoir un terrain et à quelles conditions? C'est quoi? Je dirais un peu, il y a la faiblesse. Aujourd'hui, l'État est faible depuis quelques années parce que l'immobilier est devenu une affaire pour tout le monde pour s'enrichir. Que ce soit les administrateurs ou autres, chacun a pensé de prendre rapidement sa part dans les gâteaux sans tenir compte des conséquences. Vous êtes dur, hein? Non, ce n'est pas parce que je suis dur, mais je parle de quelque chose de très sérieux. Aujourd'hui, on dit que les tribunaux sont engorgés par des problèmes fonciers. Mais c'est des faux problèmes. Il n'y a que deux choses. La dualité des droits. C'est-à-dire? Le droit moderne et le droit coutumier. Il faudra que l'administration prenne ses responsabilités pour faire comprendre que le droit coutumier finirait par le droit moderne. Et que le droit coutumier est un droit qui est réellement constatable, qu'il faut limiter. Et vous n'avez pas le sentiment que c'est le cas aujourd'hui? Vous avez pas le sentiment que... Malheureusement, c'est ce qui continue. Il y a deux problèmes au Mali qui créent des problèmes à l'administration nationale, à vous et à nous et à tout le monde. Lesquels? Les collectivités. Heureusement, le nouveau code domanial parle de la limite d'attribution. C'est que la collectivité locale, que ce soit les droits coutumiers, les mairies, les préfectures, ont créé comme problème foncier au Mali. C'est plus que le problème est réel. Et on n'en finit jamais. Et c'est pour cela qu'on va parler qu'un terrain est attribué à 3 personnes, à 4 personnes. Parce que le chef de village donne là, la mairie donne là, la préfecture donne là, ainsi de suite. Qui profite de cela? C'est l'État qui profite? Non. Madame Sall, vous vouliez dire quelque chose par rapport à ce que je laisse finir. Voilà. Personne ne profite. Donc, quand on regarde, et après, c'est un lot de dossiers dans les tribunaux qui va commencer 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous mourrez tous pour laisser cette situation. Est-ce que c'est profitable pour l'État? Alors que, quand un foncier est bien géré, c'est l'État qui est le premier gagnant, y compris les propriétaires, la population et autres. Mais quand un foncier est mal géré, tout le monde est perdant dedans. Alors, Madame Sall, tout à l'heure, je le disais, vous conseillez voilà, le public, notamment sur vos réseaux, sur le fait de faire déjà le bon choix, de vérifier. À ce niveau, qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, moi, la première des choses que je demande aux clients, c'est d'abord vérifier si le plan est approuvé d'abord. Et les titres précaires, tels que le permis, les bulletins et les lettres. La première des choses, c'est de savoir est-ce que le plan est approuvé. Parce qu'au moins, si le plan est approuvé, je crois que ça va nous faciliter, voilà, ça va nous éviter plusieurs problèmes. Voilà. Donc, je pense que la première des choses à faire d'abord, c'est ça quand même. Donc, quand le plan est approuvé, est-ce que ça veut dire qu'on est sorti de l'auberge? Est-ce que ça veut dire qu'on est à l'abri d'une surprise demain? Parce que aujourd'hui, il y a une problématique, M. Deoko, vous pouvez nous en parler, M. Koulibaly, même Mme Sall. C'est aujourd'hui le problème du titre foncier. À une époque, le titre foncier était un gage de sécurité totale, je vais dire, mais aujourd'hui, il semblerait que ce n'est plus forcément le cas. Quelle est la réalité à ce niveau? Bon, moi, en tant que technicien, je dois dire, pour ce qui me concerne, si on prend la promotion immobilière même, ce dont il est question, c'est quand même, ils sont chargés de réaliser ou de réaliser eux-mêmes les immeubles. Mais dans le cadre de ce qu'on appelle les opérations d'urbanisme. Mais on parle souvent du terrain sans parler d'urbanisme. Or, normalement, la première des choses, c'est la planification du sol, qu'on appelle l'urbanisme. C'est de préparer le sol avant que les gens n'arrivent. Et c'est ce qui ne se fait pas actuellement à Bamako, parce que il y a une certaine forme d'anarchie qui s'établit.
Il y a une incompréhension dans les attributions des uns et des autres et tout le monde est devenu vendeur. Or, il y a des professionnels de l'immobilier qu'on appelle les promoteurs immobiliers qui sont créés selon la loi et qui ont des règles à définir. Il y a des agences immobilières aussi qui sont chargées de faire même les loyers. Normalement, on ne doit même pas faire signer un loyer sans passer par une agence immobilière qui peut régler la situation du loyer. Donc, il y a tout un ensemble de professions qui sont créées par l'État et que les gens non seulement les ignorent, mais on ne les met pas dans leur droit. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'imbrigation des infrastructures, des attributions, et ça crée vraiment une confusion totale. Je prends le cas des urbanistes, dont je suis un des urbanistes quand même, un des vieux urbanistes, parce que quelqu'un qui a plus depuis 77 qui est dans l'urbanisme, il n'y a pas de prévision. C'est-à-dire le sol n'est pas on ne fait pas de prévision dans le sol pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre sur l'espace. Dans un terrain donné ou dans une portion de ville ou même dans la ville, on doit savoir où mettre les choses. Il y a le secteur commercial qu'on peut appeler marché, il y a le secteur industriel, il y a le secteur d'habitat. À Bamako, tout est mélangé. Donc ça crée vraiment des problèmes dont on en parlera peut-être plus tard, problèmes de transport. Et justement, en parlant, nous pouvons en parler maintenant, juste après ce point de vue que je vous invite à regarder, qui va nous permettre d'évoquer un sujet qu'on n'a pas encore abordé, celui du coût des habitations et bien sûr du coût des matériaux. Bon, nous sommes des pays de consommation. C'est des pays de consommation, nous ne fabriquons pratiquement pas. Le seul matériau de construction qu'il y a chez nous, c'est le sable, le gravier, etc. et consorts qui sortent de nos fleuves, du fond des fleuves, etc. et tout ceci. Sinon, tout le reste, même jusqu'au fer de construction, sont importés. Et quand il y a une consommation, donc on ne peut pas, quand il y a une crise économique qui apparaît à travers le monde, cette crise économique a un impact directement qui se fait ressentir jusqu'au niveau des produits que l'économie mondiale fournit. Madame, messieurs, avant d'évoquer donc le point suivant, je vous invite à regarder cette nouvelle infographie qui va nous amener à mieux comprendre ce point de vue qu'on vient de voir. C'est le classement des pays en 2023 où les maisons sont les plus abordables dans l'espace UEMOA. Alors, le classement nous montre le Togo est à la première place avec des maisons qui en moyenne coûtent 10 millions de francs CFA, 10,29 millions de francs CFA pour être précis. Ensuite, nous avons le Sénégal qui occupe la deuxième place avec des habitations d'une valeur de 12,8 millions de francs CFA. Le Burkina Faso est le premier pays de l'AES parce que l'AES maintenant est à la mode, donc à être sur le podium avec des habitations de 12,8 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire occupe la quatrième place avec 12,58 millions de francs CFA. Le Niger avec des habitations dont le coût moyen est de 14 millions de francs CFA. Le Mali est le dernier pays de l'AES avec un coût moyen d'une habitation à 15,61 millions de francs CFA. Le Bénin ferme la marche alors largement avec 20,13 millions de francs CFA. Ça, c'est donc le classement 2023. Comment expliquer qu'on ait des habitations qui soient aussi élevées quand on connaît la réalité de l'économie malienne, quand on connaît la réalité du pouvoir d'achat des Maliens? D'aucuns disent que c'est la situation géographique du Mali qui fait que le coût des matériaux de construction grimpe et donc bien entendu les maisons, l'habitation, le coût de construction aussi grimpe. Monsieur Koulibaly, vous évoluez dans le secteur, vous avez une entreprise dédiée à un atelier de fabrication de béton notamment. Qu'est-ce qu'on peut justement comprendre à travers ces données?
Bon, dans toutes choses, il faut évoluer. Normalement, le Mali doit être un pays auquel le coût des matériaux doit être moins cher par rapport à quelques aspects que nous avons. Nous avons un don naturel de Dieu qui est le fleuve Niger qui nous fournit du sable et du gravier naturellement. Qui malheureusement, le sable et le gravier est très cher au Mali qu'ailleurs. Quel paradoxe. Quel paradoxe. Mais aujourd'hui, ça est en train d'être atténué par certaines choses. Comme quoi? Parce que les concassages. Mais tout le monde n'utilise pas. Oui, tout le monde n'utilise pas, mais c'est moins cher que le gravier fluvial aujourd'hui et qui est de bonne qualité d'ailleurs, avec une granométrie bien régularisée. Et le sable aussi, ça revient dans ce sens-là, et d'où c'est pourquoi vous voyez partout aujourd'hui les ateliers de fabrique des briques et autres, faites par des Turcs et autres aujourd'hui, alors qu'ils doivent faire amoindrir le coût. Deuxièmement, c'est le coût de l'énergie. Parce que tout ça, c'est le ciment. Au moment où il n'y avait pas de cimenterie au Mali, le ciment coûtait moins cher au Mali qu'il y a 5 cimenteries au Mali, 5 usines cimenteries au Mali, que le ciment coûte plus cher au Mali qu'ailleurs. Monsieur Koulibaly, pardon de vous interrompre 2 secondes. Justement, c'est ça ma question. Comment expliquer tous ces paradoxes que vous venez de décrire? Avant, nous n'avions pas autant d'usines de cimenterie comme aujourd'hui, mais bizarrement, le ciment, le sac de ciment coûte beaucoup plus cher. On a le gravier sur place, on a du sable sur place. C'est vrai qu'il y a d'autres matériaux qu'on prend ailleurs, notamment le fer. Mais comment expliquer que aujourd'hui, l'habitation, voilà, le Malien a du mal à se loger. Les réalités font qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est en train les maisons en terre battue que M. Deoko aime beaucoup, il va nous en parler tout à l'heure, en train de ressurgir parce que les gens n'ont pas assez de moyens pour se loger décemment. Malgré tout cela, je ne suis pas d'accord avec ces statistiques. Le Mali coûte moins cher en matière d'habitat que le Sénégal, et peut-être que d'autres pays. Mais ici au Mali, je vois affiché à 15 millions. 15 millions ne trouvent même pas un terrain au Sénégal. Ça, c'est la première des choses. Et là, j'imagine que ça dépend de l'endroit où on veut habiter. Mais M. Deoko, je rappelle que vous avez travaillé, donc bien entendu au Mali, vous avez travaillé à la Cité du Niger, vous avez fait le schéma directeur en 1985, vous avez travaillé au Burkina Faso, Ouaga 2000, c'est vous qui étiez donc aux manettes pour faire le schéma directeur en 1994. Vous avez travaillé en Guinée où vous avez travaillé sur le projet de Kindia sur le plan d'aménagement. En Côte d'Ivoire également, vous avez travaillé à Douekoué, je ne sais pas si je prononce bien, sur le plan d'aménagement. Et tous ces pays, ce sont des pays de l'UEMOA, excepté la Guinée. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui disent que le coût de l'habitat au Mali est beaucoup plus cher alors que le pouvoir d'achat des Maliens ne fait que baisser et le Malien est en difficulté pour se financer déjà en termes d'alimentation, à plus forte raison en termes d'habitation? Pour moi, ma réponse serait surprenante. C'est que c'est l'indiscipline au Mali. L'indiscipline, comment ça? Elle est vraiment surprenante, votre C'est l'élément caractéristique des Maliens. Et aussi la non-maîtrise des coûts. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut et ce qu'il veut. Et ensuite, il n'y a pas d'information aussi. Et il n'y a pas un circuit des matériaux de construction établi, contrôlable. Par exemple, si vous prenez le Burkina, il y a un circuit contrôlable. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vendre le mètre cube de sable à tel prix. Il faut que c'est fixé pour tout le monde et tout le monde est obligé de s'y mettre. Ce n'est pas le cas au Mali? Non. Chacun se débrouille comme dans la spéculation et voilà. Va à bon train. Et voilà. Ensuite, les services aussi chargés de contrôle de ça aussi ne sont pas suffisamment armés pour mettre fin à certains abus. Il faut qu'un problème se pose pour que tout le monde s'intéresse à la chose. Et c'est ça qui fait un peu la différence entre le Mali et un pays comme le Burkina que je connais bien pour la discipline des populations de ce pays. Bon, je dois dire, je ne suis pas le précurseur de Ouaga 2000, mais j'ai essayé de travailler dans le grand Ouaga
pour donner une stratégie d'aménagement en vue de cerner la croissance de Ouaga, qui est centrée où il y a un ensemble de villages tout autour de Ouaga dont il fallait aménager. Les 10 villages autour de Ouaga qu'il fallait aménager et laisser Ouaga dans son hinterland. Et en faisant le lotissement de ces 10 villages, par exemple, si je prends Zaktouli, où il y a l'usine de ciment, on en a fait une zone industrielle. Camboissé, où il y a les écoles techniques, on en a fait une zone universitaire. Bassiniam, on en a fait une zone de tourisme. Donc on a spécialisé chaque village. Après, on a fait des lotissements tout autour. Il y a eu des réalisations immobilières autour. Et on a on a amélioré la voirie sur Ouaga. Si vous voulez, voilà comment Ouaga se présente. Bamako, on avait vu le cas en faisant ce qu'on peut appeler le périmètre d'urbanisation de Bamako, qui permettait de prendre un certain nombre de villages, 30 km autour de Ouaga, pour aménager et permettre de faire des réalisations immobilières. Mais ça n'a pas été suivi des faits. Ça n'a pas été suivi des faits. Aujourd'hui, on est en train de payer, on est en train de payer les pots cassés, j'ai envie de dire. Madame Sall, je me permets de vous titiller avec cette question. Quand on parle du coût de l'habitat, il s'est dit que vous, promoteur immobilier, M. Koulibaly, vous également, que vous aussi, vous en serez à l'origine parce que vous avez des frais qui sont très lourds. Pour aller visiter des terrains, il faut payer. Pour aller visiter des habitations, il faut payer, que certains promoteurs immobiliers même négocient à la hausse le prix de l'habitation et, entre guillemets, font louer l'habitation à des personnes à d'autres coûts. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Je vous pose la question à tous les deux, en commençant par vous, madame. Je vais répondre. D'accord. Je crois que... Déjà sur le fait que vous, vous fassiez payer tous vos services, y compris le fait d'aller visiter un appart. Je sais qu'ailleurs, par exemple, quand on va visiter un appart, une maison, une villa, etc., on ne paye pas forcément. C'est au moment où on est prêt à prendre l'appart que maintenant les commissions propres au secteur immobilier rentrent en jeu. Mais au Mali, il y a cette particularité-là qui fait que même sans avoir pris l'appart, on est déjà ruiné d'une certaine façon. Chaque travail doit être rémunéré. Ça, c'est la première des choses. Mais je crois que les gens confondent deux choses entre les prestataires de services de l'immobilier qui vont dans la location et la gestion des logements et le service des promoteurs immobiliers qui a un programme d'aménagement, de lotissement et de construction qui est différent. Donc, il faut faire la part de ces deux choses. Dieu merci, sur le plateau, on a les deux. Hein? Oui. Mais même là, aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est payant. C'est normal. Et vous voyez que rarement que les gens passent par les professionnels, même dans ces domaines. Celui qui cherche un logement, je ne suis pas là pour défendre leur côté, mais je vois celui qui cherche un logement, rarement va voir une agence immobilière. Il cherche à avoir ailleurs, avec d'autres personnes, qui sont ces démarcheurs qui doivent vivre aussi. Et quand ils arrivent à eux, des fois c'est un problème. Et ils perdent plus de temps dans les agences immobilières que de gagner de l'argent de ce qui est dit là. Mais nous avons besoin de quelque chose. De quoi? C'est le développement de l'immobilier. Le développement de l'immobilier, ce n'est pas le lotissement anarchique. Ce n'est pas la dualité des droits. C'est la réalisation de constructions verticales. Donc, il faut construire en hauteur aujourd'hui. Bamako n'a pas besoin d'aller à 100 km. Bamako n'a pas besoin d'aller à 10 km. Tout ce qui est dans les alentours, on peut tout le consacrer à Bamako ici. Mais Paris vit plus de personnes que Bamako. Bien sûr. Monsieur Koulibaly, d'aucuns peuvent vous dire que la construction verticale, pour reprendre votre expression, coûte beaucoup plus cher que la construction, j'allais dire horizontale. Mais quand vous faites une construction, aujourd'hui tout Bamako est envahi. Même pas Bamako, c'est les périphéries de Bamako aujourd'hui, de 50 à 100 km aujourd'hui, qui sont envahis. Ils sont victimes de quoi? De l'insécurité d'abord. Il y a certaines zones, quand ils doivent rentrer chez toi, il faut faire une colonne de 10-15 personnes pour se suivre, au risque d'être attaqué à partir de 18 h.
il n'y a pas d'électricité dans ces zones-là. Qui les amène? Le coût de l'électricité pour le transporter là-bas, c'est un problème. Le coût d'aménagement, de la viabilisation de l'eau et l'électricité, c'est quoi? Et les gens vivent, malheureusement, souvent, ce n'est pas une injure, mais comme des souris dans certains points, où même une moto ne peut pas passer entre les rues. Donc, vaut mieux mettre un cadre normal, comme M. Déo a dit. Il manque un peu souvent la discipline en certaines choses. Au Mali, ici. Vous voyez, au Ouaga, il y a plus de motos qu'on peut imaginer et de vélos, mais jamais d'accident. Mais regarde Bamako ici, avec le lot de Jakarta, tu payes ta voiture aujourd'hui à n'importe quel prix, elle est grattée demain. Celui qui conduit la moto, il est victime, il peut mourir comme il peut survivre avec un handicap. Mais c'est l'indiscipline. Donc on essaie d'organiser nous-mêmes, de nous discipliner, et que l'État accompagne avec la force. L'État, ce n'est pas les sentiments de voir le plaisir des gens. On va parler tout à l'heure de l'État, c'est son existence. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que l'État est là. Mais que l'État renforce sa rigueur à travers certaines choses et on gagnerait tous. L'État, c'est nous tous. Madame Sall, la même question, vous n'allez pas y échapper, justement. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu au niveau des habitations, qu'est-ce que vos clients vous disent en termes d'habitation? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que le type d'habitation compte ou bien ça ne compte pas? Je vais dire par là, on parlait tout à l'heure d'une maison en étage, on connaît la saison pluvieuse, on a vu aussi notre réalité, des maisons sont quittées parce que lorsqu'il pleut, la maison est inondée, d'autres aussi viennent dans cette même maison. Bon, en réalité, ça compte vraiment. Ça compte tout même. Surtout, les maisons sont construites de n'importe comment. Moi, je pense qu'avant de construire une maison, il faut d'abord chercher l'autorisation de construire au niveau de l'urbanisme qui peut même aider les clients, voilà, et éviter des erreurs aussi, voilà, surtout aux saisons de pluie, voilà. En réalité, la construction compte. Et puis, on construit n'importe comment et n'importe où aussi. Alors, donc vous déjà, comment... Et je reviens au point qu'elle vient de parler, parce qu'elle a commencé par un point qui est très important. Elle dit, elle ne montrerait jamais à un de ses clients une parcelle qui n'a pas d'autorisation de morcellement, qui n'a pas un plan approuvé. Parce que quand le plan n'est pas approuvé, bien sûr, vous n'aurez pas d'autorisation de construire. Non. Ça veut dire que l'urbanisme a quelque part travaillé. Aujourd'hui, une des parties qu'on peut approuver avec l'urbanisme, tout terrain, toute demande d'autorisation de construire, si le plan n'est pas approuvé, est immédiatement rejeté. Donc, si on part dans ce sens, ça veut dire que tous les bidonvilles, souvent, doivent être cassés pour les mettre en règle au profit de la population qui y habite, non seulement pour leur accès à leur logement et pour la viabilité de la zone. Nous marquons une courte pause et on se retrouve dans une poignée de secondes. Vous découvrirez le top 5 des pays africains avec le marché immobilier le plus attractif. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre la deuxième partie d'Entreprendre. Je rappelle que je suis toujours en compagnie de nos trois invités. Merci madame, merci monsieur d'être restés sur le plateau pour parler du marché, du secteur de l'immobilier. Et justement, je vous invite à suivre ce point de vue qui va nous permettre d'évoquer un point capital. Il y a 20 ans qu'on est en train de se battre pour qu'au moins les taux d'intérêt puissent diminuer. Parce qu'avant, c'était des taux vraiment exorbitants, parce que c'était des taux de 15 à 12%. À la date d'aujourd'hui, l'immobilier, nous sommes arrivés, pas le crédit promoteur, mais nous sommes arrivés avec le crédit acquéreur, à avoir des taux de remboursement, comme on appelle, de 5%. Ça, c'est grâce, comme on appelle, à tout ce que l'API même a eu à faire, comme on appelle le fonds, la Banque mondiale logée à la BAD, le fonds RSP, qui permet aujourd'hui de donner des crédits acquéreurs jusqu'à 20 ans, à 25 ans aux clients, mais qu'on appelle avec un taux de remboursement pas plus de 6%.
Le financement du secteur immobilier, parlons-en, M. Koulibaly. Tout à l'heure, on a écouté un de vos membres actifs au niveau de l'APIM qui parlait du fait que vous ayez négocié pour avoir un taux plutôt correct, je vais le dire ainsi, oui, au niveau de votre secteur. Parlez-nous un peu de ce taux que vous avez négocié à 6%. Ce point, je ne pourrais pas le passer sans encore tirer le chapeau à mon président, le président Souri Ibrahim Maïga, et tout son staff, M. Keita y compris, et tous les membres de l'APIM, pour se donner à fond pour réduire le coût de l'immobilier. Parce que quand on regarde la réalisation d'un immeuble, va toujours par un crédit bancaire. Ce crédit bancaire sans un taux. Et c'est les taux qui coûtent très très cher au Mali que dans d'autres pays. Et au Mali, le plus bas taux, on était à 8%. Sinon, en réalité, quand on ajoute tous les frais y compris, on était réellement à 15%. Aujourd'hui, on arrive avec le combat que nous avons mené ensemble avec notre président à ramener ces taux-là à 6%, sinon à 5%. Alors, M. Koulibaly, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quelqu'un qui veut construire une habitation, il va à la banque, il va demander du crédit, des gens vont le lui donner, et à un taux de 6%, c'est bien cela? Voilà, à un taux de 6%. Et malheureusement... Mais il faut être membre de l'APIM ou il faut être juste un promoteur immobilier? Non, l'APIM est une organisation des professionnels qui veulent donner le logement le moins cher pour que tous les Maliens y gagnent un toit. Alors, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons approché des grandes institutions auxquelles nous sommes membres de beaucoup d'institutions et que notre président Souri Ibrahim est le deuxième vice-président des promoteurs immobiliers de l'Afrique et il est le président des promoteurs immobiliers de la FBAO de l'Afrique occidentale, ainsi de suite. C'est à travers ce combat qu'il a eu à prendre contact avec les grandes institutions, la BOAD, la Banque mondiale, ainsi de suite, pour pouvoir réduire le coût à ces prix. Parce que vous trouverez même qu'aujourd'hui, le coût du Mali est très moins cher par rapport à d'autres zones, que je n'en parlerai pas, mais que nous sommes en train de nous battre à présent pour que ça devienne plus moins cher. Parce qu'un programme immobilier, ça se base sur 25 ans. Pour un jeune fonctionnaire, un jeune intellectuel ou bien un jeune qui vient de fondre, de créer son foyer, il a besoin de construire et rentrer dedans. Il le fait avec quoi? Il n'a pas d'économie. Il va prendre un prêt à la banque et ce prêt-là ne doit pas être plus lourd que les charges familiales qui est là. Et ces prêts, généralement, sont amortis suivant le quart ou le tiers de son salaire. Et le reste, il y a les frais d'études des enfants, tout. Donc, plus le taux du prêt est moins cher, plus la construction de l'immobilier moderne ira de l'avant. Mais sans cela, on ne peut rien faire. Avant de donner la parole à M. Deoko, Mme Sall, quels sont aujourd'hui les principaux challenges que vous rencontrez en tant que jeune entrepreneur dans le secteur immobilier? Est-ce que ce sont les mêmes problématiques que vos aînés qui sont enracinés dans le secteur depuis une dizaine d'années? Est-ce que, en d'autres termes, il fait bon d'entreprendre dans votre secteur? Bon, les difficultés que je traverse maintenant, ça c'est de faire comprendre la population, surtout au niveau d'achat des parcelles. Comme je vous ai dit au début, la population achète des parcelles n'importe comment, surtout côté permis, autrement dit les titres provisoires. Voilà, donc il y a des morcellements illicites qui est vendu par d'autres agents immobiliers même, certains, je n'ai pas dit tous, voilà, parce que la plupart ne savent pas, voilà, qu'est-ce qui veut dire un plan approuvé et non approuvé. Vous comprenez un peu, voilà. Donc, c'est des difficultés que je traverse maintenant. Donc, il faut qu'il y ait une communication sur ça pour qu'on puisse comprendre, voilà. Donc, pour vous, informer déjà, c'est déjà avancer, faire un pas de géant dans ce secteur. Monsieur Deoko, quand on parle d'urbanisme, quand on parle du secteur immobilier au Mali,
On en a parlé lors de la première partie. D'aucuns pensent tout de suite aux difficultés du foncier, d'aucuns pensent tout de suite aux nombreux problèmes qu'il y a autour, au rôle de chacun, et même le nouveau code domanial a essayé de refaire les choses, mais on ne se rend pas compte des avancées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour assainir ce secteur? Vous qui avez été aux responsabilités, vous qui avez travaillé aussi bien au Mali que dans les pays de la sous-région, qu'est-ce que, à votre avis, votre expérience, voilà, qu'est-ce que vous suggérez pour assainir ce secteur de l'immobilier? Bon, allons d'abord à la définition de la promotion immobilière, qui consiste à faire réaliser ou à réaliser des opérations d'urbanisme. Et quand on dit opération d'urbanisme, vous avez le lotissement, un terrain nu comme Morcel, vous avez la réhabilitation, c'est-à-dire un quartier qui n'est pas très régulier, qu'il faut régulier, vous avez la restructuration, vous avez la rénovation urbaine. Il y a tout un ensemble de choses qui devaient être faites, c'est-à-dire le terrain devait être préparé avant que le promoteur immobilier ne vienne, et que l'État doit intervenir, en particulier pour les grandes infrastructures, les routes d'importance qui lient les quartiers, l'eau et l'électricité. Ça ne doit pas être à la charge des promoteurs immobiliers, parce que ça c'est la partie régalienne de l'État qui doit fournir un certain nombre de choses. Alors si vous enlevez tous ces coûts-là aux dépenses que les promoteurs immobiliers font, vous allez voir que le coût de l'immobilier va baisser.